Bonjour à tout le monde et merci d'être venus. Je remercie Karine et Marc de m'avoir invité et je dois appuyer là-dessus pour que ça commence, c'est ça? Voilà, et ben, c'est ça. Alors, c'est quoi un jubilé? Un jubilé, c'est la célébration d'un événement qui a 50 ans de durée. Et qu'est-ce qu'on va célébrer aujourd'hui? Eh bien, on va célébrer la possibilité pour les diabétiques de type 1 de mener une vie entière, complète, heureuse dans tous les plans professionnels, culturels, familiales. Et j'espère que ce topo va entrer en résonance avec le très beau film que vous avez vu tout à l'heure. Alors je vois que vous avez remplacé mon vieux logo de la JD par un logo beaucoup plus moderne. Je vous en remercie. Et je voudrais rendre un petit hommage à Jean-Jacques Robert, dont Karine vient de vous parler, qui était un président de la JD il y a quelques années. Alors on se connaissait bien et on s'aimait bien, on avait à peu près le même âge. On s'appelait Jean-Jacques tous les deux, alors ça crée des liens. Bon. Et moi, je ne suis pas pédiatre. Et donc je ne sais pas exactement ce qui se passe lors de la découverte du diabète. Et Jean-Jacques Robert me disait, les parents posent des questions du type pourquoi lui, comment ça se fait, je comprends pas, j'aurais tellement aimé que ce soit moi, ce que vous avez entendu dans le film tout à l'heure. Il pose des fois des questions de physiologie, c'est quoi l'auto-immunité, c'est quoi les lymphocytes, des questions de ce genre. Mais il me disait, la seule question qu'il pose toujours, c'est que va-t-il devenir, puisqu'il y a un nombre de bruits, de faux bruits, de fake news, comme on dirait maintenant, qui peuvent courir sur le devenir de ces diabétiques. Or, ça s'arrange tous les jours, c'est pas un topo optimiste, c'est un topo objectif par rapport à ce qui peut arriver à ces patients. Et l'étude Jubilé, qu'aimait beaucoup Jean-Jacques Robert, qu'il a plusieurs fois présenté dans votre journal, pendant son déroulement, répond à cette question: que va devenir mon enfant qui a 5 ans aujourd'hui et qui vient d'être diabétique? Alors, pour être inclus dans l'étude, il y avait un seul besoin: il fallait être diabétique de type 1 depuis 40 ou 50 années. Donc ça ne peut pas être plus simple. Alors, comment on a procédé? On a procédé par des questionnaires sur les patients, donc tous en vivant et en bonne santé, qui ont rempli eux-mêmes le questionnaire, et le questionnaire a été rédigé avec beaucoup de rigueur, avec une méthode qui s'appelle Delphi, que je vais vous résumer très vite. Il faut faire au départ une proposition d'items, plusieurs centaines, et après ces items vont passer par une moulinette de 3 étapes. On va demander à un groupe d'experts lesquels vous aimez, lesquels vous aimez pas, lesquels vous voudrez rajouter, quelles notes vous mettez. Et ça a quand même pris 2 ans, et à la fin des 2 années, on avait des questionnaires avec des experts qui, vous voyez ici, étaient évidemment des diabétologues, mais aussi des patients. Et il y avait aussi des associations, dont la JD. Vous verrez la JD revenir à plusieurs reprises dans ce topo. Alors, il y a eu 2 questionnaires, un questionnaire dit médical et un questionnaire pour les patients. Donc, le questionnaire médical comprenait 24 items. C'était donc le médecin qui le remplissait, et il mettait pas plus de 5 minutes à remplir, donc très rapide. Il y avait des données cliniques de base comme le poids, la tension, des données sur l'équipe du diabète, la fameuse hémoglobine glyquée, et puis les éventuelles complications et la manière dont ils étaient traités et pris en charge. Et alors, plus original, et c'est pas parce que ça n'a jamais été fait que ça veut dire que c'est bien, mais je crois qu'il y a très peu, ou même pas du tout, d'études qui se sont intéressées à la vie quotidienne des diabétiques de type 1 de très longue durée. Et vous voyez ici des questionnaires, un questionnaire affectueux, mais donc issu de la réflexion d'un groupe d'experts où il y avait beaucoup de patients qui s'intéressaient au statut marital de ces patients, s'étaient mariés, pas mariés, à leurs activités physiques, sociales, culturelles, leurs déplacements, leur niveau d'éducation, quel métier ils avaient. Ça, c'était des questions dites fermées, et je reviendrai après à la fin. Il y avait des questions dites ouvertes sur qu'est-ce que vous trouvez dur dans le diabète et qu'est-ce que vous avez trouvé plus joyeux. Et enfin, il y avait également un questionnaire de personnalité pour connaître la psychologie de ces patients, pour savoir à quoi ils ressemblaient, donc
sur ce plan-là. Alors, ce questionnaire comprenait 62 items. Il mettait environ 20 minutes à remplir par les patients. Alors, là, Madame la députée doit connaître tous ces sigles très compliqués, mais c'est pour vous dire qu'avant de lancer une étude comme ça, vous devez passer par des organismes de régulation qui vont vous dire si votre questionnaire il est licite, s'il est bien fait, si vous avez le droit de le dispenser. Après, il y a eu beaucoup de stratégies, parce que ça a duré 2-3 ans minimum, pour rappeler que cette étude existait. Donc les grandes associations de patients s'y sont mises. À nouveau, la JD, des quotidiens médicaux comme le quotidien du médecin, il y avait des posters. Bon, pendant plusieurs années, on a beaucoup parlé de cette étude dans le milieu diabétologique adulte, donc. Et finalement, tous les questionnaires avaient été envoyés au bout d'environ 2-3 années. Et vous voyez ici une carte de France, ça c'est les anciennes régions. Alors, toutes les régions ont participé au recrutement. Il y a évidemment une surreprésentation de l'Île-de-France, mais pas tellement, parce qu'après tout, l'Île-de-France, il y a pratiquement 20 millions de gens qui habitent, c'est le tiers de la France, mais toutes les régions de toute la France ont demandé des questionnaires et avaient des patients qui correspondaient à ce critère de recrutement, c'est-à-dire 40 ou 50 ans de diabète, ont demandé des questionnaires et les ont remplis. Alors là, vous voyez, en fonction du temps, le nombre de questionnaires qui ont été demandés. Donc, en moyenne, les médecins donc, ou les hôpitaux ont demandé une vingtaine de questionnaires. L'AJD revient encore à ce niveau-là. À l'époque, c'est Karine Cholot qui m'avait mis en contact avec une qualiticienne. Donc, une des grandes caractéristiques de l'AJD, au milieu de beaucoup d'autres, c'est la fidélité des membres. Et je sais que les gens même disent 20, 30, 40, 50 ans après qu'ils ne soient plus des enfants, ils continuent à aimer la JD. Et la JD a une traçabilité de tous ces gens. Et grâce à ces qualiticiennes, on a pu retrouver des centaines de patients de type 1 qui avaient eu le diabète il y a 20, il y a 30, il y a 40, il y a 50 ans. Et je pense que maintenant, vous avez toujours ces registres d'ailleurs qui doivent continuer. Alors là, vous voyez le parallélisme entre les questionnaires reçus. Très franchement, les malades les renvoyaient avant les médecins. Bon, après, on a fait beaucoup de relances et au bout donc de 3 ou 4 années supplémentaires, on a pu avoir 800 patients de diabète de type 1 ayant 40 ou 50 ans de diabète. Donc on a eu beaucoup de mal pour savoir si ce chiffre représentait un peu, beaucoup ou la majorité des diabétiques de ce type. Donc à l'époque, avec les spécialistes, ça ne s'appelait pas à l'époque Santé publique France, bon, j'ai oublié comment ça s'appelait, ils avaient évalué le nombre de diabétiques de type 1 avec 50 années de diabète à environ 1500. Donc, en ayant réussi à avoir 800 patients, on avait un très large échantillon de cette population. Alors, qu'est-ce qu'on voulait rechercher? Ça s'appelle l'objectif principal en statistique. On voulait les décrire, ces patients. À quoi ils ressemblent, en gros, qui sont-ils? C'était la première question. Et deuxièmement, on voulait évaluer leur qualité et leur mode de vie, c'est-à-dire que sont-ils devenus et que font-ils? Donc 2 questions, qui sont-ils et que font-ils? Alors voici une série de réponses. Alors j'ai du mal à lire mon prompteur. Donc il y avait 808 patients. L'âge moyen était de 64 ans. Donc pour information, le plus vieux avait 90 ans. Il y avait à peu près autant d'hommes que de femmes. L'âge de découverte du diabète était aux alentours de 15 années, avec un record à 1 an qui correspond un peu à ce qu'on a vu dans le film tout à l'heure. Et la durée du diabète était bien de 50 ans, avec à peu près autant de diabétiques ayant 40 ou ayant 50 années de diabète. Bon, les données sur le poids et sur la taille sont peut-être moins intéressantes. Alors, à propos du traitement, une caractéristique importante du traitement, c'est que ces patients faisaient beaucoup de contrôle glycémique.
Alors on a vu la lourdeur que représentaient ces contrôles et à l'époque il n'y avait pas de capteur implantable ou pas implantable, c'était uniquement au bout des doigts et vraiment les diabétiques ont beaucoup participé à leur bon état de santé puisqu'il y en avait une très très grande quantité qui faisait 4 ou 5 contrôles par jour, ce qui est quand même vraiment beaucoup quand ça dure des décennies et des décennies, c'est un très grand courage. Bon, l'équilibre moyen du diabète était, on va dire, acceptable, puisque c'est 7,4 d'hémoglobine glyquée. Et un petit détail, le nombre d'acidocétose était extrêmement limité. Donc il y en a en inaugural, malheureusement encore et encore un peu trop. Mais une fois que le traitement est installé et que les patients savent se traiter avec leur environnement, cette complication aiguë a presque disparu. Alors, quelles étaient les complications? Je vais peut-être me mettre, parce que là j'ai du mal à lire, mais vous pouvez peut-être lire aussi bien. La pression systolique et diastolique était en gros normale, bien entendu sous traitement. Les 3 quarts de ces patients avaient un traitement anti-hypertenseur. Cholestérol et lipides en général étaient également normaux, et plus de la moitié de ces patients bénéficiaient de statines. La créatinine sérique moyenne était strictement normale. Je dois vous dire qu'il y avait quand même 20 patients sur 800 et sur 300 000 diabétiques qui étaient soit en dialyse, soit transplantés. Ça fait partie des grandes hantises des diabétiques, mais vous voyez que cette complication est finalement très peu prévalente. Il y avait près de la moitié des patients qui n'avaient strictement aucune atteinte rétinienne ou très 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 modérée. La rétinopathie de fond est quasi obligatoire au bout de quelques dizaines d'années de diabète, mais sans aucun retentissement sur l'acuité visuelle, même si certains patients avaient une acuité visuelle diminuée. Au niveau macro-angiopathique, c'est-à-dire les grosses artères du cœur, du cerveau et des jambes, au total, il y avait un peu plus de 30%, donc un tiers seulement des patients qui avaient des atteintes. Et je ne sais pas si je pourrais le redire plus tard, mais enfin, sur cette cohorte de 808 patients, il y en avait environ 150 qui n'avaient strictement aucune complication d'aucune sorte après 50 ans de diabète. Et Marc me disait tout à l'heure qu'il est en train de faire une étude comparable, je crois, sur 25 ou 30 années de diabète, et c'est les mêmes résultats. Ce n'est pas du tout vrai que quand vous avez un diabète de type 1, vous aurez forcément des complications au niveau de vos organes. C'est de moins en moins vrai. Alors, les items qui étaient les plus originaux de cette étude, c'est les items sur la qualité de vie de ces patients. Donc vous voyez qu'une très très grande majorité est autonome. C'était des patients qui étaient déjà assez âgés. Je vous rappelle que le plus âgé avait quand même 90 ans. Vous voyez qu'une grande majorité considère que leur vie sociale est normale. Et la plupart ont une activité physique significative. Il faut même du sport au sens propre. Là, à nouveau, dans une population qu'on peut qualifier de senior, ce qui n'est pas si fréquent. Ils ont presque tous le permis de conduire. Ils font du vélo, ils voyagent où? En France, en Europe, à l'étranger, par tous les modes de déplacement actuels. Ce n'était pas encore la crise de l'essence. Bon, ils prenaient beaucoup l'avion, par exemple. Alors, peut-être l'item qui me tient le plus à cœur, c'est les enfants. Voilà. Dans le livre de la Joslin Clinic, qui est un ouvrage de référence de Boston en 1960, donc c'est pas si vieux, il y avait écrit que quand vous aviez un diabète de type 1, vous n'aviez pas le droit d'être enceinte, c'était contre-indiqué, puisque vous aviez une chance sur deux de ne pas mettre au monde d'enfant avec une mort in utero, et puis une chance sur 3 de mourir vous-même. Donc vous voyez que quelques dizaines d'années plus tard, eh ben oui, on peut dire que c'est l'inverse. Donc c'est un peu plus facile quand vous êtes un homme avec un diabète. Vous pouvez avoir 1,8 enfants. Bon, évidemment, on n'a pas des morceaux d'enfants, mais enfin, avec les statistiques, ça fait des chiffres qui ne sont pas arrondis. Et quand vous êtes une femme, 1,4. C'est à peine moins que les données de la population générale non diabétique.
Donc, 100 ans après la découverte de l'insuline et 60 ans après l'interdiction d'avoir des enfants, les diabétiques françaises et les diabétiques français de type 1 ont presque autant d'enfants que la population générale, et je trouve ça vraiment magnifique. Alors, on a même quelques données sur les petits-enfants et même les arrière-petits-enfants. Alors, au niveau profession, là, il y a une surreprésentation des gens qui ont fait des études supérieures, c'est 37%. Alors là, c'est beaucoup, beaucoup plus que la population générale. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y avait plus de grandes villes qu'autre chose. En tout cas, ce n'est pas le fait d'être diabétique qui va vous permettre de faire des études supérieures, mais le fait d'être diabétique ne vous empêche pas d'en faire. Bon. Au niveau des arrêts de travail liés au diabète, c'est 40%, mais l'immense majorité, c'était un par an à tout casser. Donc pas du tout une avalanche d'arrêts de travail à cause du diabète de type 1, même un peu moins que la population générale. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de l'âge de la retraite. Vous savez, on en parle beaucoup actuellement pour des raisons d'élection. Ça tourne autour de 60 ans. Donc, quand on a fait cette étude, on a comparé aux données de l'INSEE et les diabétiques de type 1 de l'étude Jubilé avaient pris leur retraite, pour ceux qui l'avaient prise, puisqu'une majorité ne l'avait pas encore prise, pratiquement un an plus tard que la population non diabétique. Donc là encore, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le fait d'être diabétique de type 1 qui va vous empêcher de travailler pendant longtemps. Alors ça, c'est un critère psychologique. On s'est dit oui, mais ces patients qui se soignent tellement, ils doivent pas être normaux parce que c'est pas possible d'accepter une telle chose avec tant de satisfaction. Alors là, il y a des termes psychiatriques un peu compliqués et quand ils sont expliqués, c'est pas tellement plus clair. Mais enfin, dans des dimensions dites de névrosisme, d'extraversion, de conscience, eh bien, en gros, c'est pile la moyenne, quoi. C'est sur 20, donc ils sont pile au milieu. Ils sont pas plus névrosés ou extravertis que des patients, que des gens non diabétiques. Le soutien social, je ne pourrais pas développer, mais c'était dans des questions ouvertes. L'aide qu'on peut avoir de l'entourage, donc là encore, ça rejoint le film de tout à l'heure. Énormément de patients ont mis en valeur la richesse de leur relation avec leur maman ou avec leur mari ou avec leur femme ou d'ailleurs avec leur équipe soignante. Et cet élément est déterminant pour aller bien quand vous êtes diabétique de type 1. Alors, après, bon, je vais aller très vite, mais on voulait regarder si, avec tous les éléments qu'on avait, qu'est-ce qui pouvait jouer sur cette bonne santé physique et cette qualité de vie de niveau élevé. Est-ce que l'âge jouait? Est-ce que l'endroit où on était né jouait? Est-ce que le sexe masculin ou féminin jouait? Est-ce que votre environnement familial jouait? Donc, en gros, presque rien ne joue. Sauf ça, si vous avez 50 ans de diabète contre 40, ben vous êtes un peu plus âgé, ça on s'en serait un petit peu douté, et les activités culturelles sont un peu diminuées, là aussi pour des raisons de locomotion. Et en ce qui concerne l'habitat, on s'était dit dans les villes ça va être bien mieux que dans les campagnes, ben c'est pas vrai, c'est tout pareil. Et il y a que les activités culturelles qui sont discrètement inférieures dans le milieu rural pour des raisons d'accès. Alors, après cette étude, on avait essayé d'en faire beaucoup d'autres et je peux vous dire qu'on n'a pas réussi à en faire, mais on voulait essayer de voir dans les autres pays francophones comme la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, le Canada, si on pouvait retrouver les mêmes données, mais là il aurait fallu des référents et on n'a pas réussi à motiver des gens. On pouvait aussi faire des études scientifiques, mais vraiment Jubilé, c'est une étude pragmatique, descriptive, c'est pas une étude qui veut rechercher les causes. Mais bon, c'est sûrement intéressant d'être sûr que c'est des types 1, voir s'il reste un peu d'insuline ou pas dans le corps, s'il y a eu des virus qui ont attaqué les gens. Bon, on ne l'a pas fait non plus, mais on a toujours éventuellement une DNA Tech pour faire toutes ces études. Alors, je voudrais revenir aux questions dites
dite ouverte, là, vous écriviez « je suis un homme, je suis une femme, j'ai 70 ans », et puis voilà, c'était une réponse indiscutable. Mais après, on a aussi posé 3 questions. Quelle amélioration souhaiteriez-vous pour le diabète? Donc, je vais vous résumer en une seconde, mais je trouve ça normal. En gros, les gens ne veulent plus être diabétiques. Voilà. Il faut qu'il n'y ait plus de contrôle, plus de régime, plus de complications, plus d'hypo. Bon, bah, c'est normal, parce que ça reste quand même des obstacles au déroulement d'une vie de qualité. Alors, on a demandé les mauvais souvenirs liés à la maladie. Bon, il y a beaucoup de réponses. Beaucoup de gens parlent des hypoglycémies, évidemment. Et les bons souvenirs, il y a des gens qui vous répondent, j'en ai aucun, mais c'est quand même minoritaire. Et l'item qui est revenu le plus souvent, c'était avoir eu des enfants, ce qui évidemment correspondait bien à ce qu'on espérait et ce qu'on a trouvé. Alors, il y a une très très grande quantité d'informations qu'on n'a pas pu étudier parce que autant les réponses quel sexe avez-vous, quel est votre âge, ça s'étudie vite, mais là quand c'est des questions ouvertes, les gens en ont mis éventuellement des très très longs textes. Donc s'il y a des volontaires, j'en sais rien, dans l'association ou dans les firmes pharmaceutiques, on a un énorme matériel. Avec sur 808 patients, il y en a au moins 750 qui ont répondu, éventuellement des paragraphes entiers. Alors on avait fait une petite chose sur la suggestion d'un méthodologiste qui était d'étudier la fréquence des mots les plus souvent employés, et le mot qui revenait le plus souvent, c'est professeur Lestradet. Donc je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. C'est encore avant Jean-Jacques Robert, c'est malheureusement un diabétologue décédé, pour pédiatre, qui était un très très grand humaniste. Et 30, 40, 50 ans après avoir été diabétique, tous les patients de l'AJD se souvenaient avec émotion de ce grand homme qui les avait vraiment beaucoup entourés avec beaucoup d'affection. Voilà. Alors j'en suis déjà à la conclusion. Vraiment, je suis énervé des fois en tant que diabétique adulte, pour adulte, d'entendre les gens dire « Ah, vous êtes diabétique, donc vous serez amputé, donc vous serez aveugle, donc vous serez stérile, donc vous serez impuissant, donc vous serez dialysé ». Et puis malheureusement, les diabétiques le croient aussi, et les patients également. Donc, c'est pas du tout une étude qui cherche à démontrer pourquoi, comment, parce que, mais c'est possible. Voilà, c'est le message principal. Vous pouvez être diabétique de type 1, et encore, c'était dans les années 70. Maintenant, on est en 2020. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de capteurs, qui sont quand même un très gros progrès, il n'y avait pas les nouvelles insulines, il n'y avait pas la détection des complications, il n'y avait pas le traitement des complications, il n'y avait pas les injections intravitréennes. Enfin, il y avait vraiment énormément de choses qui manquaient. Et malgré ça, vous pouvez voir que les gens peuvent avoir une vie différente, avec beaucoup d'investissements. Il faut beaucoup s'occuper de soi. Vous vous rappelez qu'ils font 5 contrôles glycémiques par jour au bout du doigt, même 1, c'est déjà compliqué. Et ils ont des vies de qualité au plan familial, social, professionnel, heureuse. Et je trouve que c'est un message vraiment encourageant, évidemment pour les patients, mais leurs proches, leurs parents, et puis aussi, après tout, pour les équipes médicales qui s'occupent d'eux. Alors, si vous voulez lire l'étude plus en détail avec tous les chiffres, vous avez, alors j'ai donné le diaporama à Marc et à Karine, donc je pense que vous pouvez le récupérer. La revue de la JD au mois de juin a publié un petit résumé de l'étude. Dans MMM, qui est une revue pour adultes de diabétologue française, il y a une version, on va dire, un peu plus simplifiée, plus abordable. La version très très scientifique est parue dans Diabétique Médecine, une revue dite internationale. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.